L'hiver dans les Highlands procure un plaisir vertigineux. Sous hypnose, la nature se simplifie d'abord pour mieux se renouveler. Ce n'est pas très peuplé, un vrai désert humain, résultat des expulsions des Écossais après la défaite de Culloden, les fameuses Clurensis. La vie appréhende l'hiver, c'est la saison la plus risquée. Pour trouver un peu de chaleur et une maigre pâture, la faune sauvage descend dans les vallées. Malgré les rigueurs de l'hiver, le mouton peut vivre en pâturage toute l'année. Mais pour des motifs de rentabilité, le nourrissage se fait aussi en étable, ajustant du coup minéraux et vitamines. Conservés sous plastique, les foins ont fermenté. L'éthanol se dégage dès l'ouverture des ballots, ce qui explique l'acharnement des bêtes à se nourrir. Environ 10 millions de têtes. C'est une histoire d'amour. En moyenne, un berger pour 1000 moutons. Il est omniprésent, source parfois d'embouteillage sur les routes. Le mouton est bien plus qu'un simple acteur des Highlands. Après le nourrissage d'hiver, la liberté, par tous les temps. Le monsieur météo local, menteur comme partout, annonce « Partly cloudy, scattered showers ». Belles éclaircies, averses dispersées. Compromis de clair-obscur, le printemps rénove la nature de nouvelles fantaisies. Au printemps, on évite aussi les midges, ces irritants moucherons qui se prennent pour des moustiques, spécialité écossaise. En été, les midges sortent surtout au crépuscule, et pour les éviter, c'est le moment d'aller au pub. Sympathiques et mignonnes, mais robustes, les vaches Highlander ressemblent à de gros nounours. Problème, elles ne peuvent pas vraiment voir ce qu'elles broutent. La tonte a lieu l'été. C'est un sport de plein air. Et puis ça fait du bien aux moutons. Selon les ordres sifflés, les chiens mènent le troupeau et surveillent les récalcitrants. Le tondeur coince l'animal entre les jambes
Mieux vaut ne pas porter de kilt. Puis il taille dans la pelisse d'hiver, un bon 5 kilos de laine. Un tondeur expérimenté vous déshabille le mouton en moins de 2 minutes. Le choix du premier est important. Une bête qui a déjà connu le champ du rasoir. Une fois tondue, elle retourne se pavaner à l'enclos et les autres font la file, plus calmes, comme des moutons. Source de viande, de lait, de laine, de cuir, la fameuse basane, et même les tripes, la panse de brebis farcie, le mouton sert à tout. I'll tell me ma when I get home, the boys won't leave the girls alone. They pulled my hair and stole my clothes, well that's alright till I get home. She's handsome, she is pretty, she's... La foire aux bestiaux a aussi lieu en été. Essentielle dans la vie agricole locale, elle mérite le détour. Vous y voyez une sélection des moutons les plus dodus, les blackfaces renommés, ou ceux au look de mouflons apprivoisés, des chiens de berger, et les vachettes Highlander à l'allure de Beatles. C'est la fête de l'animal, remise des prix, diplôme de fin d'année. Et aussi l'occasion aux éleveurs et agriculteurs, tous réunis, de renforcer leur bonne entente, de négocier du bétail. Skye, c'est l'île des brumes, ma préférée. Rudesse et générosité dans les paysages, sans doute. Des enchaînements de massifs verts sombres qui couvrent l'horizon. Une ambiance d'alpage et de steppe rocheuse. Les accros à la randonnée y trouvent leur compte. Mais vous n'êtes pas obligé de chausser vos crampons. L'office de tourisme se fera un plaisir de vous détailler de belles balades pour la famille. J'ai un faible pour la géologie farfelue. Monolithe emblématique et incongru, le vieil homme de Storr semble s'être posé là comme un menhir témoin. C'est ici une planète étrange, un monde lunaire. Un maquis d'altitude coupé de rocailles et d'escarpements. Skye séduit inlassablement.
Tous les climats lui sont propices, venteux, brumeux, pluvieux et même ensoleillés. Excursions nautiques et animalières, les côtes déchiquetées servent de refuge à la moitié des phoques gris de l'Atlantique. Particulièrement indolents, ils sont curieux des hommes, mais quand même sur le qui-vive. Capitale de Skye, Portree. Mouillage idéal pour ceux qui viennent assister aux Island Games, les Jeux olympiques façon écossaise. Dominik Zielinski now from Poland on the heavy stone. Dominik, one of the prize winners in the light stone. Dans le passé, ces JO tenaient lieu d'épreuves de force. Le chef de clan sélectionnait ainsi sa garde rapprochée. Aujourd'hui, des jeux traditionnels, un folklore pour fiers à bras, pour gaillards virils et balèzes, et en jupe, obligatoirement. Lucas Venta now. Lancer de poids, de marteau, de billes de bois, courses d'endurance et de vitesse, saut en longueur, tir à l'arc, concours de danse, de cornemuse. Tout cela, qu'il pleuve ou qu'il fasse torride, et avec les bagpipers qui ne cessent de tourner autour du stade olympique. La danse la plus célèbre vient du Moyen-Âge, exécutée avant la bataille en sautillant au-dessus de deux épées sans les toucher pour conjurer le mauvais sort. N'hésitons pas, asseyons-nous sur l'herbe. Avec le parapluie, on ne sait jamais. Un plaid bien chaud, un thermo de thé et des sablés au beurre. Et savourons cette ambiance, quelquefois bien arrosée de pluie ou de bière. Gymnastics all around the world at some time of the year. As a result then of the long jump today, France was Stuart Play again, followed by Drew Chippendale, and then the local lad, James Walker. Tug of War, le tir à la corde. Ancienne discipline olympique, ce sport en est resté très codifié. Taille de la corde, place et nombre des tireurs, distance des repères, rôle du meneur et les chaussures acceptées. Les tireurs se calent dans la terre et s'observent longuement. Soudain, les cris fusent et tous s'échinent à se rompre les bras. Repos du guerrier, instant whisky. Dégustation avec le sponsor local. Et cela juste avant l'épreuve phare, Tossing the Cabre, le lancer de tronc. Tout le monde attend ça avec impatience. « 5 mètres et 60 kilos à jeter comme un bout d'allumette. » Pas évident. L'athlète soulève le tronc, une technique laborieuse, puis, prenant son élan, il balance l'allumette dans les airs pour une pirouette.
has broken 2 ground records here today earlier on, the light shot and the heavy shot. Now trying his talents at the cover. And it's a good one. Pour un lancer valide, le tronc doit retomber dans l'axe. Pas évident non plus. L'olympisme écossais se récompense, bien entendu, par des bouteilles de whisky. Ces sports un brin rustique ne se font-ils pas l'écho d'une nature sauvage et tumultueuse ? À l'écart, heureusement, des foules du Loch Ness, Glen Affric est une vallée secrète, un endroit magique comme il en existe peu. Réserve protégée, on y trouve une forêt de conifères datant de la période glaciaire. Elle abrite aussi une des rares forêts primaires d'Europe, c'est-à-dire non modifiée ni exploitée par l'homme. Comme d'autres, je suis d'abord venu faire le plein de paysages. Glen Affric et sa nature limpide apaisent mon âme. J'éprouve ce sentiment, rare mais recherché, d'être hors civilisation, loin des bruits et des flashs urbains, d'être simplifié en fait. Une simplicité somptueuse, utile pour se ressourcer, et dont les luxes sont le silence, le temps, l'espace. La piste du whisky débute le long de la rivière Spey, peu profonde mais turbulente. On dit Speyside, comme on dit Côte du Rhône. Les distilleries prospèrent partout. Dufftown, 1500 habitants, en héberge 8, capitale mondiale du whisky. Grand mystère que son origine. Les Irlandais attribuent à Saint Patrick ce breuvage destiné à des fins médicinales. Ok. Les Écossais rétorquent que Saint Patrick est né en Écosse, donc le whisky est écossais. CQFD. Pour ma part, j'en retiens qu'il vient de moines guérisseurs prêchant la parole divine, et ça, c'est plutôt réconfortant. Simple eau de vie pour le petit peuple, le whisky est d'abord un alcool de contrebande. Bien sûr, il quitte la clandestinité dès le paiement d'une taxe. Si la recette fiscale part à Londres, la fabrication du pur malt reste la fierté des Écossais. Les distilleries, ça se visite, avec à la fin du circuit, une dégustation. Et puis, achat à la boutique ou beaucoup mieux chez le négociant spécialisé. Il prendra le temps de vous raconter le pédigré de chaque bouteille. So currently 2 different versions just now, the 12-year-old and the 40-year-old. So it's quite dry, grassy, but you've got the peats. Pour vous résumer, le whisky est une subtile association de terroir, de fourrage, d'eau et de tonneaux.
Le distillateur sélectionne soigneusement son orge. Soigneusement car c'est une grosse dépense. So we need water, we need barley, we need yeast, and our barley is not grown on the sky. The barley comes from the other side of Scotland, a place called the Black Isle, which grows very good quality barley. Occasionally, if the harvest is very poor, we have had to import some of our barley from England, but don't tell me. La tourbe couvre les 2/3 des campagnes. Séché, ce biocombustible sert à chauffer les greniers de germination de l'orge, pour le maltage. La fumée de tourbe est d'ailleurs à l'origine de cet arôme intense, apprécié ou non, des meilleurs single malt. À l'instar du cacao et du café, l'orge est de plus en plus confiée à des malteries industrielles. Puis le malt est broyé pour libérer l'amidon et brassé dans de l'eau naturelle, souvent aussi filtrée par la tourbe. La provenance de cette eau détermine la cartographie d'origine des tout bons single malt. Et les plus connus d'entre eux proviennent certainement de l'île d'Islay, des whiskies généreusement tourbés. Les levures, dont la composition est un secret maison, fermentent l'amidon pour former le wash, une bière de 5 ou 6 degrés, pas franchement terrible. Mais on va distiller tout ça. La forme des alambics, casserole pression ou poids retiré, varie d'une distillerie à l'autre, mais toujours de cuivre, et ce n'est pas du hasard. Ce cuivre sert de catalyseur et élimine les résidus sulfurés. Opération en 2 temps. Une première distillation jusqu'à 25 degrés d'alcool, puis, dans un alambic plus petit, une seconde pour atteindre 70 degrés environ. L'Irlandais distille son whisky 3 fois. Plus radin, l'Écossais, 2 seulement. Car il ne rate pas une distillation sur 3, dit-il, comme les Irlandais. Véritable coffre-fort de contrôle, le Spirit Safe permet d'écarter tête et queue de distillation pour cibler la densité voulue du futur whisky. Le Spirit Safe sert également au percepteur fiscal pour déterminer les accises à payer. Plus de 60% du prix de détail revient à l'État. L'appellation Scotch Whisky impose d'être produit et vieilli en Écosse, 3 ans minimum, souvent plus. Mais il ne reste qu'une seule société mère à avoir vraiment son siège social dans le pays. Tradition de terroir et multinationale, un inquiétant cocktail. Notre futur whisky est encore très jeune, trop jeune pour la bouteille. L'étape la plus longue est la maturation en fût de chêne. Le résultat dépend des tonneaux, mais aussi de l'entrepôt, de l'air ambiant, du climat, de la proximité de la mer. Nous sommes en Écosse, ce seront donc des tonneaux d'occasion, d'anciens fûts récupérés de Bordeaux, Sherry, Madère ou Bourbon. The one thing we know for sure is that what we end up with after 10 years is much better than what went in the first year. There's one disadvantage with this whole process, and that is that because the barrels are breathing, we can lose up to 2% of the volume through evaporation every year. It's known in the whiskey industry as the angel's share. We give it to the gods to ensure we get a good drink at the end of the day. Then you can nose it
And don't be polite, don't just go, put your nose right inside. Just beautifully. So when you take a sip, take just a little sip and put it on your tongue. And if at that point you close your eyes and you're very quiet, you'll actually hear the sea on the rocks outside the distillery, and the golden eagle crying in the sky, and you'll see the sun setting on the mountain. It's magic. With just one glass of whiskey, you can have a second holiday on Skye, I promise you. 5 millions d'Écossais, 10 millions de moutons, 20 millions de tonneaux. Tirez-en les conclusions. Mais pour mieux rentabiliser ces tonneaux qui sont déjà de seconde main, les Écossais les rafistolent. La tonnerie du Speyside est française. Elle répare 150 000 tonneaux écossais par an. La vieille alliance restaurée, pour la bonne cause. Chaque fût est utilisé jusqu'à 5 fois, une durée de vie augmentée de 60 ans. Mais soyons de bon compte, c'est ce qui offre au whisky ses arômes subtils et ses saveurs brûlantes qui guérissent la mauvaise humeur. Un proverbe l'affirme, ce que whisky ne peut guérir est incurable. Pour relier ces distilleries de belle réputation, il me faut emprunter des routes bien étroites. Il y a économie sur le tarmac ou macadam. Logique, invention écossaise, appliquée en Écosse. Sans les pacing places, impossible de se croiser. Vous centrez la voiture sur la voie unique. Vous priez que les moutons s'écartent, que personne ne surgisse au virage, ni ne vous talonne pour dépasser. Je suis d'avis cependant que la largeur d'une route est inversement proportionnelle à la beauté du paysage. Depuis toujours, histoire et climat se sont associés pour organiser le territoire écossais. Les routes d'Écosse sont aussi bien maritimes que terrestres. Ainsi, la nationale 85 se prolonge-t-elle au départ d'Oban vers les îles Hébrides dans le ventre du ferryboat. Le ferry, une translation étonnante, une glissade horizontale entre deux escales de terre. Un monde qui se détache, un autre qui s'avance, avec de nouveaux secrets. Le port d'Oban est la plaque tournante vers les îles. C'est surtout une escale appréciée pour ses fruits de mer. La gastronomie locale procure parfois quelques frissons. Tout le monde connaît le fish and chips. Il est ici arrosé de vinaigre. Et ce fameux haggis, la panse de brebis,
farci de gruau d'avoine et abats de mouton. Spécialité culinaire, le haggis vous est servi, comme le haddock ou avec le fin fumé, au breakfast, le plus copieux des repas. Sport très répandu aux origines disputées, le golf a été codifié en Écosse. Il fut d'abord réservé aux seuls gentlemen. D'ailleurs, disent-ils, le sigle GOLF signifie Gentlemen Only, Ladies Forbidden. Autre rendez-vous sportif et convivial, la régate s'ordonne dans un ballet improvisé. Sportif car il y a compétition, convivial car c'est un jeu d'équipe. Les manœuvres s'enchaînent très vite et pas question de faire des erreurs. Le bastion d'artillerie le plus achevé d'Europe, Fort George, a été construit pour asseoir définitivement la puissance anglaise. Mais une fois les Highlands dominés, le fort devient inutile, et les Anglais exportent vers des terres plus lointaines leur soif de conquête et de colonisation, Canada, Inde, Australie. En été, Fort George est le théâtre de reconstitution historique. On y rappelle forcément les batailles d'antan, mais on pense plus certainement aux dernières rivalités actuelles. Les Écossais ont l'identité nationale à fleur de peau. Ils devront se contenter pourtant de cette dévolution minimale du pouvoir que Londres concède comme si l'Écosse n'était qu'une région franchisée. À l'image de cette chorégraphie, l'indépendance politique n'est-elle pas à l'évidence factice, dès lors que domine une Europe d'abord économique, moins guerrière certes, mais pas plus humaine. Devant le château de Stirling, au nord d'Édimbourg, plus de 1000 cornemusiers et membres de clans s'entraînent. Ils vont défiler pour commémorer l'indépendance gagnée par Robert de Bruce contre l'Anglais il y a 700 ans. Ça commence en cacophonie pour se terminer à l'unisson d'un même pas martial. Ils ont quand même eu 700 ans pour répéter. À la tête de cette marche, la garde des Atholl Highlanders, l'armée privée, inspectée tout à l'heure.
Certaines troupes de bagpipers issues de l'immigration viennent des USA, du Canada ou d'Australie. L'Écosse trouve dans cette tradition de quoi orienter son futur. Les clans se reforment. La langue gaélique se réenseigne. Une génération passera avant un nouveau référendum, mais en dépit de tout, ils revendiquent leur identité, leurs racines. Une aspiration, somme toute, très humaine, connaître d'où on vient pour savoir où aller. Décidément, Hélène Donnan occupe une position très photogénique. Je n'ai pu m'empêcher d'y revenir. Réhabilitée récemment, Hélène Donnan possède une solide filmographie. Highlander et James Bond parmi les plus connus. Ce château demeure une icône incontournable de l'Écosse. Si comme moi, au retour du voyage, la cornemuse résonne encore sur vos tympans, vous serez d'avis que l'Écosse est une expérience inoubliable. J'y reviendrai encore, pendant des siècles, comme ce fantôme qui ne peut quitter les lieux aimés.